Elle était la plus belle enfant d'Europe. Et pourtant, son sang portait déjà la sentence de mort. Vienne, en 1573. L'air est lourd. La chambre impériale sent l'encens, le sang et la peur. Une jeune femme de 22 ans, pâle comme la cire, hurle de douleur. Chaque contraction lui arrache un cri. Autour d'elle, les médecins s'agitent, désespérés. Le roi Léopold Namier, son mari et son oncle attendent dans la pièce voisine. Il prie, non pas pour elle, mais pour l'enfant. Car il sait déjà que l'épouse qu'il a tant désirée ne survivra probablement pas à cette dernière épreuve. Cette femme, c'est Marguerite Thérèse d'Autriche. Et si son nom a longtemps été associé à l'art, à travers les célèbres tableaux de Velázquez, peu savent que derrière la robe somptueuse et la chevelure dorée se cache l'un des plus grands scandales biologiques et politiques de l'Europe monarchique. Marguerite n'est pas simplement morte jeune. Elle est morte déjà condamnée, depuis sa conception, par une lignée rongée par l'inceste et l'obsession du pouvoir. Née en 651 à Madrid, elle est la fille du roi Philippe IV d'Espagne et de sa propre nièce, Marianne d'Autriche. Oui, sa mère était la nièce de son père. Un schéma devenu monnaie courante dans la dynastie des Habsbourg, où l'on croyait pouvoir préserver la pureté du sang royal en croisant cousins, oncles et nièces. Mais ce que la monarchie voyait comme un gage de légitimité devint une malédiction génétique. Les Habsbourg accumulaient anomalies physiques, déficiences mentales, infertilité chronique, et Marguerite en portait déjà les stigmates à la naissance. Petite, elle est décrite comme gracieuse, fragile et incroyablement belle. Les peintres la représentent comme une fleur précieuse, un joyau entre les mains d'un empire à l'agonie. À la cour, elle est la fierté de Philippe IV, et pourtant, derrière les sourires, les crises de fièvre et de douleurs abdominales se multiplient. À 6 ans, elle est déjà sous surveillance médicale constante. À 8 ans, elle commence à souffrir de migraines chroniques. À 10 ans, elle a des absences, des évanouissements. Mais qu'importe. Pour les Habsbourg, Marguerite n'est pas une enfant à sauver. Elle est une clé politique. Depuis sa plus tendre enfance, son destin est écrit. Elle épousera Léopold Namier, son oncle maternel, pour resserrer l'alliance entre les branches espagnoles et autrichiennes de la dynastie. Le mariage n'est pas une union de deux cœurs, mais la fusion de deux sangs déjà pourris par des siècles de consanguinité. Et à Madrid, personne ne trouve cela étrange. Au contraire, la jeune infante est préparée, éduquée, modelée pour ce sacrifice. On lui apprend à sourire malgré la douleur, à prier quand elle suffoque, à rester debout même quand ses jambes tremblent. Chaque jour de sa vie est une répétition, une mise en scène. Car bientôt, elle quittera l'Espagne pour devenir impératrice, et pour donner des héritiers. Mais ce que personne ne dit à haute voix, c'est que Marguerite n'est pas faite pour survivre à la maternité. Son corps est trop faible, son squelette trop fragile, sa constitution trop délicate. Les médecins le savent, les femmes de la cour le savent, peut-être même que Léopold le sait. Mais l'union doit avoir lieu, car les empires ne peuvent attendre. Et une princesse n'a pas de choix. Elle donne sa vie, son sang, son utérus, son souffle, au service d'une cause qui la dépasse. En 666, elle embarque pour Vienne. Elle a 15 ans, lui en a 26. Lors de leur première nuit, Marguerite pleure en silence. Ce n'est pas un mariage, c'est une assignation à mort. Le mariage fut célébré dans une somptuosité glaciale. Les cloches de Vienne sonnèrent, les cours d'Europe applaudissaient, mais dans les yeux de Marguerite, un voile d'effroi ne cessait de s'épaissir. Elle venait d'être livrée à l'homme que l'on appelait son époux, mais qui était aussi le frère de sa mère, le fils de sa grand-mère, son oncle du sang. Un lien si étroit que même les généalogistes les plus rigoureux hésitaient à dessiner cet arbre généalogique qui tournait en cercle. La nuit de noces fut silencieuse. Léopold de Nuyer, homme froid et dévot, s'approcha de sa jeune épouse comme on s'approche d'un devoir sacré. Marguerite, frêle et pâle, obéit, car elle savait ce qui était attendu d'elle. Enfanter, donner à la couronne un fils, porter dans ses entrailles le futur de l'Empire. Dès les premiers mois, la grossesse fut difficile. Marguerite vomissait sans cesse, son cœur battait irrégulièrement, elle perdait connaissance pendant les repas. Les médecins parlaient de fragilité nerveuse, mais ce n'était pas de nervosité qu'elle souffrait, c'était de la consanguinité. Son corps, épuisé par des gènes trop imbriqués, rejetait les transformations nécessaires à la maternité. En 667, elle accoucha d'une petite fille, Marie-Antoinette. Un miracle, disaient certains, mais une déception pour l'Empire, car il fallait un garçon. Et les tentatives reprirent aussitôt. Marguerite n'avait même pas 17 ans. Pendant les années qui suivirent, elle vécut un véritable calvaire. Elle fut enceinte à 6 reprises, 3 fausses couches, une naissance d'enfant mort, un garçon, mort-né, une autre fille,
morte quelques semaines après sa venue au monde. Son ventre devint un tombeau à répétition. Chaque grossesse l'affaiblissait davantage. Son teint devenait cireux. Ses membres tremblaient. Elle ne marchait plus sans aide. Mais Léopold insistait. La cour murmurait. L'Espagne attendait. Alors Marguerite priait. Elle priait en silence, les genoux saignants devant les autels. Elle priait que Dieu prenne pitié de son corps, qu'il lui offre un fils vivant ou une mort rapide. La vie à Vienne était un étouffement. Marguerite, princesse espagnole, ne s'adaptait pas à la rigueur autrichienne. Elle n'aimait ni les mets, ni le climat, ni les regards glacés de la cour impériale. Elle se sentait seule, abandonnée, prisonnière dans un palais aux ors fades. Velázquez, son peintre adoré, n'était plus là. Il était mort quelques années auparavant, emportant avec lui les seules images où Marguerite souriait encore. Dans ses lettres à sa mère, elle écrivait parfois « Je me sens disparaître, chaque jour, je suis moins moi ». Mais personne ne répondait. À Madrid, on la croyait protégée, honorée, bénie. Personne ne voulait voir que la jeune infante était en train de se faner, lentement, douloureusement. Son unique distraction restait la messe. Elle s'y rendait chaque matin, portée sur une chaise, les traits tirés, les bras faibles. Elle murmurait des prières que personne n'entendait vraiment. Certaines dames d'honneur diront plus tard que Marguerite parlait aux morts, qu'elle appelait ses enfants perdus, qu'elle demandait à la Vierge de l'accueillir, elle aussi. Mais la machine impériale ne s'arrêtait pas. Les médecins lui administrèrent des potions, des saignées, des cataplasmes d'herbes exotiques. Chaque tentative médicale était plus violente que la précédente. Une fois, on tenta de provoquer l'ovulation en lui appliquant du plomb sur le bas-ventre. Une autre fois, on lui injecta des extraits de cervelle de taureau. Rien n'y fit. À 20 ans, Marguerite était un fantôme. Ses cheveux tombaient, elle ne digérait plus. Elle parlait à peine, et pourtant, elle tomba une dernière fois enceinte. Ce fut l'ultime condamnation. Cette dernière grossesse n'aurait jamais dû avoir lieu. Même les médecins de la cour, pourtant acquis à l'obéissance impériale, le murmurèrent à demi-mot. Si elle tombe enceinte de nouveau, elle y laissera la vie. Mais à la cour des Habsbourg, l'utérus d'une impératrice ne lui appartient pas. Et Marguerite Thérèse, bien qu'à peine capable de se lever, fut une fois encore contrainte de porter l'héritier espéré. Léopold, derrière sa piété affichée, était désespéré. Il voulait un fils. Il voulait prolonger la lignée. Il ne voyait plus dans sa jeune épouse qu'un réceptacle divin à la postérité. Et tant pis si le réceptacle se brisait. Les premiers mois furent un enfer. Marguerite, amaigrie, avait du mal à respirer. Elle saignait par intermittence. Elle souffrait de migraines si violentes qu'elle restait des heures dans le noir, incapable de bouger, murmurant des mots incohérents. Les médecins parlèrent cette fois de « démence prénatale », un terme élégant pour ne pas dire ce qu'ils savaient. Le corps et l'esprit de la jeune impératrice s'éteignaient. Elle perdit le goût, refusait de s'alimenter. Les servantes de la chambre royale racontèrent plus tard que certains jours, elle semblait ne plus savoir qui elle était, fixant son reflet comme on regarde un inconnu. On dit même qu'un soir, elle demanda « Suis-je déjà morte ?» Pourtant, personne n'osa arrêter le processus. La grossesse arriva à terme. Et ce fut dans la nuit du 11 mars 1773 que le drame culmina. Marguerite fut prise de contractions violentes, sans intervalle. Son corps, trop faible, n'avait plus la force d'expulser. Pendant 18 heures, elle hurla, saignant, suffocant, entre deux bouffées de fièvre. Les médecins, impuissants, décidèrent finalement d'intervenir. Ce fut un accouchement chirurgical rudimentaire, pratiqué sans anesthésie réelle, dans la douleur la plus crue. Elle mit au monde une petite fille, Marie-Marguerite, enfant fragile, à la peau bleue. On l'arracha à sa mère aussitôt, craignant que l'une n'emporte l'autre dans la tombe. Marguerite, elle, ne retrouva jamais conscience pleinement. Son corps convulsa pendant 2 jours. Une fièvre puerpérale s'installa. On essaya les saignées, les bains glacés, les prières. Rien ne calmait la douleur. Dans un dernier moment de lucidité, elle aurait murmuré « Dites à mon père que je l'ai fait ». Puis elle sombra dans le silence et s'éteignit le 12 mars 1773 à l'aube. Elle avait 21 ans. Sa mort fut annoncée à travers l'Europe comme une tragédie nationale. Mais à la cour, derrière les larmes de façade, on pensait déjà à la suite, à un possible remariage de Léopold, à la nécessité de trouver une autre femme pour engendrer le fils tant attendu. Marguerite, en réalité, n'avait été qu'un chaînon sacrificiel dans le mécanisme rouillé d'un empire en déclin. Ironie cruelle. Sa fille, Marie-Marguerite, ne vécut que quelques années, fragile, malade, morte sans descendance. Et les peintures de Velázquez, ces portraits si célèbres de la petite infante aux robes étouffantes, ils devinrent, avec le temps, les seules traces d'un être humain dont on avait piétiné l'âme pour des raisons dynastiques, la beauté d'une enfant que l'on avait condamnée
avant même sa naissance, a porté les fautes génétiques d'un empire incestueux. Le matin du 12 mars 1773, les cloches de Vienne sonnèrent un glas long et sourd. Dans la cour du palais, les dames de compagnie pleuraient à demi-mot, tandis que les soldats gardaient une posture figée, solennelle. Marguerite Thérèse d'Autriche, impératrice du Saint-Empire romain germanique, était morte. Mais ce n'était pas une mort héroïque, ce n'était pas une mort paisible. C'était une extinction programmée, un effacement biologique et politique, prémédité par des siècles de décisions incestueuses et de silences complices. Léopold Lumier, son mari et oncle, fit publier un communiqué officiel dans lequel il la décrivait comme une épouse pieuse, douce et obéissante. Il déclara 3 jours de deuil. Puis, il retourna à ses affaires. Car l'Empire attendait. Les conseils ne pouvaient être interrompus trop longtemps pour une femme morte en couche, même si elle avait porté la couronne. Le corps de Marguerite fut placé dans une crypte froide de la Kaisergruft, la crypte impériale de Vienne. Aucune grande procession, aucun tombeau digne d'une impératrice, seulement un cercueil de plomb, refermé à la hâte, avant que son cadavre ne se décompose davantage. Il fallait éviter le scandale, éviter qu'on parle trop de son état de santé au moment de la mort, car si l'on regardait trop près, on verrait la vérité. Les courtisans le savaient, Marguerite n'était pas morte d'un simple accouchement difficile. Elle était morte d'usure génétique, d'un corps saboté par des générations de mariages consanguins. Les médecins, eux, notaient dans leurs carnets des anomalies qui n'étaient pas censées exister dans une jeune femme de 21 ans. Affaiblissement du muscle cardiaque, ossature fragile comme du verre, stérilité acquise malgré la fécondité apparente. Un paradoxe vivant, un monstre de lignée royale. Et pourtant, tout fut tu, rien ne fut publié, aucune autopsie, aucun rapport officiel. Ce fut le silence comme ultime protection de l'image des Habsbourg. Car si le peuple découvrait que leurs souverains étaient les artisans de leur propre dégénérescence, que restera-t-il de la foi monarchique? Comment justifier encore le droit divin si la chair même des rois tombait en poussière avant l'heure? À Madrid, la reine-mère, Marianne d'Autriche, la propre mère et tante de Marguerite, reçut la nouvelle en pleine messe. On dit qu'elle blêmit, tomba à genoux et resta muette pendant 2 jours. Mais elle ne protesta pas. Elle n'accusa personne. Comment l'aurait-elle pu? C'est elle qui avait organisé le mariage. C'est elle qui avait élevé sa fille pour en faire une offrande au trône impérial. La douleur, cette fois, était celle du retour de flamme. Une mère dévorée par le monstre qu'elle avait elle-même nourri. Pendant ce temps, la petite Marie-Marguerite, le seul enfant survivant de Marguerite, fut élevée par des gouvernantes. L'enfant ne marcha jamais correctement. Elle parlait peu, souffrait de convulsions, et mourut à 6 ans. À sa mort, aucun monument, aucune messe solennelle. Juste une disparition discrète, presque honteuse, comme si l'Empire refusait d'admettre qu'il avait sacrifié 2 vies pour rien. Dans les années suivantes, les portraits de Marguerite peints par Velázquez continuèrent d'orner les galeries royales. Les visiteurs les admiraient, y voyant la grâce, la pureté, la majesté. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces toiles étaient des mausolées, que sous les couches de peinture se cachait une réalité cruelle, celle d'une fillette déjà destinée à mourir jeune, enfermée dans les dorures de l'apparat. Et pourtant, l'histoire ne s'arrêta pas là, car Marguerite, morte sans voix, sans gloire, allait devenir un symbole posthume. Les générations suivantes allaient se pencher sur son cas. Les historiens, les généticiens, les artistes allaient déterrer ce corps oublié pour comprendre. Comprendre comment l'obsession de pureté peut mener à la décadence. Comment l'inceste sacralisé peut engendrer des dynasties malades. Et comment, dans le silence des palais, des enfants peuvent être sacrifiés, sans que personne ne crie. Après la mort de Marguerite Thérèse, une brume pesante s'abattit sur la dynastie Habsbourg. Non pas une brume de deuil sincère, mais celle d'un malaise profond, étouffé, camouflé derrière les rideaux de velours et les rites impériaux. Sa disparition, bien que tragique, n'ébranla pas le trône immédiatement. Mais elle alluma une mèche lente, invisible, dont l'explosion finale allait résonner 1 siècle plus tard avec la disparition de la branche espagnole des Habsbourg. Car la mort de Marguerite n'était pas un cas isolé. C'était le symptôme d'un mal généalogique, d'un poison transmis par le lit conjugal, génération après génération. Ses ancêtres, dans leur obsession à maintenir la pureté du sang, avaient tissé une toile d'alliance si étroite qu'ils en étaient devenus prisonniers. On ne mariait plus pour aimer, on mariait pour ne pas diluer le sang sacré. Mais ce sang, censé être divin, devint toxique. Dans les années qui suivirent, les médecins commencèrent à murmurer. Les sages-femmes à noter des similarités. Les enfants de la haute noblesse naissaient de plus en plus faibles, souvent stériles, parfois déformés. Et à mesure que les archives se croisaient, une vérité glaçante émergeait.
Les arbres généalogiques des Habsbourg n'étaient pas des forêts, mais des cercles concentriques, des labyrinthes clos sur eux-mêmes. L'exemple le plus flagrant en fut Charles II d'Espagne, neveu de Marguerite Thérèse, dernier roi Habsbourg d'Espagne. Sa naissance, son règne, sa mort, tout chez lui semblait être l'aboutissement biologique du drame familial. Charles souffrait de malformations, de crises d'épilepsie, d'impuissance. Son visage était asymétrique, sa langue trop grosse pour parler correctement, et son intelligence gravement atteinte. On l'appelait l'enfant spectre. Il mourut sans héritier, scellant ainsi la fin d'un règne rongé de l'intérieur. Et si Marguerite avait survécu, si elle avait pu donner naissance à un fils viable, peut-être que l'histoire aurait dévié. Mais tout dans sa vie indiquait qu'elle n'était pas censée vivre, que son rôle n'était pas de régner, mais de mourir pour maintenir l'illusion d'un empire éternel. Curieusement, ce n'est pas dans les livres d'histoire que Marguerite retrouva sa voie, mais dans l'art. Grâce à Diego Velázquez, ses tableaux, en particulier les Ménines, devinrent des icônes culturelles. Et dans chaque toile, on voit Marguerite au centre, entourée de serviteurs, illuminée comme une sainte, mais les yeux vides. Comme si l'artiste, avec une prescience rare, avait capturé non pas une enfante impériale, mais une martyre silencieuse. Aujourd'hui, dans les musées, des millions de visiteurs contemplent son visage sans savoir. Ils voient une princesse, une icône. Ils ignorent que ce regard posé sur eux traverse des siècles de silence, de souffrance et d'oubli institutionnalisé. Le nom de Marguerite Thérèse n'est inscrit sur aucun monument majeur. Son destin n'est pas enseigné dans les écoles. Et pourtant, elle incarne à elle seule la chute programmée des grandes maisons royales d'Europe, non pas à cause de guerre ou de révolution, mais à cause de leur propre aveuglement, leur refus d'admettre que la chair humaine, même royale, a ses limites, que la nature se venge toujours des outrages qu'on lui inflige. Ce qu'on appelait le sang bleu s'avéra être un sang malade, et Marguerite Thérèse, belle, douce, sacrifiée, en fut la victime la plus pure, la plus tragique et la plus oubliée. Pendant des siècles, Marguerite Thérèse resta figée dans l'ombre. Une note de bas de page dans les généalogies, un nom dans les arbres dynastiques, une silhouette peinte par Velázquez. Rien de plus. Elle avait été effacée, comme tant d'autres femmes royales dont la vie fut réduite à leur fonction biologique. Pas de panégyrique, pas de biographie officielle. Rien. Le silence. Le vide. Mais au tournant du XXe siècle, alors que les sciences historiques et génétiques commençaient à s'intéresser sérieusement aux familles royales européennes, son nom réapparaît. D'abord timidement, puis avec insistance. Les chercheurs, en retraçant les lignées Habsbourg, tombent sur un nœud généalogique si serré qu'il en devient absurde. Marguerite Thérèse était la nièce, la cousine et la femme de Léopold Luyé à la fois. Son ADN, théoriquement, aurait contenu un taux de consanguinité supérieur à celui d'un frère et d'une sœur. C'est une découverte qui frappe les généticiens. Pour la première fois, un cas royal devient un exemple d'étude clinique. Les chercheurs publient des articles sur le syndrome des Habsbourg, mettant en avant les conséquences biologiques dramatiques de l'endogamie persistante, menton prognate, infertilité, troubles neurologiques et même déformations osseuses. Et Marguerite devient l'un des visages emblématiques de cette malédiction génétique. Mais la redécouverte ne s'arrête pas à la science. Les historiens féministes, eux aussi, s'emparent de son récit. Car Marguerite n'est pas simplement une victime biologique. Elle est le produit d'un système patriarcal, dynastique, oppressif. Une femme dont le destin fut écrit par d'autres, dont le corps fut instrumentalisé, sacrifié, oublié. Des auteurs publient des essais entiers sur elle. On la compare à d'autres figures tragiques de la royauté, Anne Boleyn, Marie-Antoinette, Élisabeth de Bavière. Mais chez Marguerite, il y a quelque chose d'encore plus poignant. Elle n'a même pas eu le temps d'échouer. Elle n'a pas trahi, elle n'a pas gouverné, elle n'a pas conspiré. Elle a simplement été. Et cela a suffi à la tuer. À Madrid, une exposition lui est consacrée en 2002 au Prado, centrée sur ses portraits enfantins. Le choc est immédiat. Le public découvre que derrière les célèbres robes baroques et les postures figées, il y avait une enfant malade, exploitée, condamnée. L'émotion est vive. Des files entières se forment pour revoir les Ménines, non plus comme une œuvre d'art détachée, mais comme un document historique vivant, douloureux. Des artistes contemporains reprennent son image, la déconstruisent, la réinventent. Marguerite devient un symbole posthume. Elle incarne le poids de la tradition sur les corps féminins. Elle incarne la souffrance silencieuse imposée par les dynasties. Elle devient même une figure queer dans certains cercles artistiques, représentant l'oppression biologique et identitaire, le refus de l'autodétermination. Et pourtant, plus on parle d'elle, plus l'on sent le vertige. Car cet enfant,
qui aurait pu vivre heureuse dans une autre époque, dans une autre famille, dans une autre société, a vu son existence modelée pour une cause qui n'était pas la sienne. Tout en elle fut instrumentalisé, sa naissance, son visage, son utérus, sa mort. Mais l'histoire, parfois, rend justice. Aujourd'hui, des documentaires lui sont consacrés, des conférences universitaires portent son nom, des généalogistes la placent au centre des débats sur les limites biologiques du pouvoir héréditaire. Et dans les musées, ses yeux continuent de nous fixer, figés dans la toile, chargés d'une mélancolie que nous comprenons enfin. Marguerite Thérèse n'était pas seulement une victime de son époque. Elle était un symptôme précoce, une alarme biologique qui n'a pas été entendue. Sa mort prématurée, son corps brisé, son destin sacrifié n'étaient pas des anomalies, mais des signes. Des signes que la maison Habsbourg, malgré tout son pouvoir, toute sa richesse, tous ses palais, étaient condamnés à l'intérieur même de son sang, car l'obsession de pureté finit toujours par se retourner contre ceux qui la glorifient. À peine 2 décennies après la mort de Marguerite, Charles II d'Espagne monta sur le trône. C'était le dernier Habsbourg d'Espagne. Il portait en lui des générations de mariages consanguins, dont la propre union de ses parents, Marie-Anne d'Autriche et Philippe IV, les mêmes que ceux de Marguerite, fut la plus extrême. Le taux de consanguinité de Charles II frôlait le chiffre impossible de 0,25, l'équivalent d'un enfant né d'un frère et d'une sœur. Et Charles II devint le roi le plus tragique d'Europe. Son règne, s'il peut être qualifié ainsi, fut un long calvaire. Infirme, incapable de procréer, souvent incapable même de gouverner, il fut manipulé par les factions de la cour, les puissances étrangères et l'Église. Il passait ses journées à prier pour un miracle, pour un héritier, pour une guérison. Mais rien ne venait, et le peuple, longtemps fidèle, commença à murmurer que la malédiction de Dieu pesait sur la couronne. Les médecins eux-mêmes ne pouvaient cacher la réalité. Dans un rapport privé destiné au Vatican, l'un d'eux écrivit « Ce corps n'est pas fait pour régner, il est fait pour expier ». En réalité, Charles II incarnait l'effondrement programmé de toute une dynastie. Et si son règne s'acheva sans guerre, sans révolution, sans assassinat, c'est que le destin avait choisi une punition plus cruelle. L'extinction lente, humiliée, inexorable. Lorsque Charles mourut en 1700, sans enfants, sans force, sans gloire, les puissances européennes se précipitèrent sur l'Espagne comme des vautours. Ce fut la guerre de succession d'Espagne, l'un des conflits les plus dévastateurs du début du XVIIIe siècle. Et tout avait commencé avec un ventre vide, celui de Charles, celui, bien avant, de Marguerite. Les Habsbourg avaient rêvé d'éternité. Ils avaient marié leur propre sang, leur propre chair, convaincus de se rapprocher de Dieu. Mais la nature ne pardonne pas, et dans leur tentative de créer une lignée divine, ils ont fabriqué une malédiction héréditaire. Des historiens modernes, lorsqu'ils examinent l'arbre généalogique des Habsbourg, y voient une spirale fermée, presque une prison. Chaque union, chaque naissance, chaque couronnement ajoutait une pierre à un tombeau génétique. Et Marguerite Thérèse fut la première pierre visible, la première à tomber, la première à alerter. Mais personne n'écouta. Aujourd'hui, le nom des Habsbourg existe encore, à travers quelques descendants dispersés, dépourvus de pouvoir. Ils assistent, depuis leur villa moderne, à l'étude posthume de leurs ancêtres comme des anomalies médicales, des cas d'école, des avertissements. Mais aucun d'eux ne peut nier ce que l'histoire a confirmé. La grandeur ne se transmet pas par le sang, la pureté tue, et ceux qui refusent de mêler leur destin au monde réel finissent par disparaître dans un éclat de porcelaine brisée. Marguerite, dans sa tombe, ne le saura jamais, mais elle fut le commencement de la fin. Au XXIe siècle, l'histoire de Marguerite Thérèse d'Autriche ne suscite plus l'effroi de la cour, ni les murmures feutrés des palais. Elle provoque désormais un frisson d'incrédulité chez ceux qui la redécouvrent. Comment une telle tragédie a-t-elle pu être permise ? Comment des générations entières ont-elles sacrifié leurs enfants pour une illusion de pureté dynastique? Et surtout, pourquoi ce silence si long, si pesant? Aujourd'hui, les outils scientifiques, psychologiques et sociologiques permettent enfin de mettre des mots sur ce que Marguerite n'a jamais pu exprimer. On parle d'aliénation familiale, de privation d'autonomie corporelle, de violence institutionnelle masquée par les apparences du pouvoir. On parle aussi de consentement inexistant, dans une époque où naître princesse équivalait à signer, à la naissance, un contrat de souffrance. Dans les milieux académiques, Marguerite est devenue un cas d'étude emblématique. Pas seulement pour l'histoire des Habsbourg, mais pour comprendre les mécanismes du patriarcat de haute intensité. Elle est étudiée dans les cursus de bioéthique, de psychologie historique, de gender studies. Car sa vie, bien que brève, condense tous les paradoxes de la monarchie européenne.
richesse et souffrance, beauté et dégénérescence, gloire publique et enfer privé. Mais au-delà des amphithéâtres, c'est dans la culture populaire que Marguerite renaît. Des romanciers s'emparent de son histoire pour tisser des fresques historiques douloureuses. Des réalisateurs imaginent ses derniers jours avec une intensité dramatique que l'histoire elle-même ne saurait dépasser. Des artistes contemporains exposent des portraits réinterprétés, où la petite fille à la robe d'or apparaît comme une martyre baroque, broyée par les attentes d'un monde qu'elle n'a jamais choisi. Et ce qui frappe dans toutes ces créations modernes, c'est le sentiment de culpabilité collective. Car Marguerite, en tant que figure posthume, incarne tous les enfants sacrifiés sur l'autel de l'ordre social. Tous les êtres réduits à leur fonction, à leur utilité, à leur rôle dans une structure qui les dépasse. Elle est la voix silencieuse de millions de femmes enfermées dans des carcans biologiques et symboliques. Son regard, figé dans les toiles de Velázquez, est aujourd'hui interprété comme un appel muet. Non plus celui d'une princesse posant pour l'éternité, mais celui d'une enfant piégée, une enfant qui sait que son destin n'est pas le sien, qui devine, dans le tumulte des gestes adultes, que quelque chose cloche, que le monde autour d'elle est construit sur une erreur tragique. Ce regard, les visiteurs des musées le croisent sans toujours le comprendre. Mais ceux qui s'attardent y lisent une profondeur que même le pinceau de Velázquez ne pouvait anticiper. Une intensité qui transcende l'art, qui traverse les siècles et qui dit en silence « Je suis là, j'existe encore, vous m'aviez oublié, mais je vous regarde ». Ainsi, Marguerite Thérèse devient un miroir tendu à nos sociétés modernes, pour nous interroger sur nos propres mécanismes d'exclusion, de pression, d'attentes absurdes. Car si le monde a changé, les systèmes oppressifs n'ont pas disparu, ils ont muté. Et derrière chaque apparence de réussite, de beauté, de perfection, peut se cacher une souffrance que personne ne veut voir. En ce sens, redécouvrir Marguerite, c'est se redécouvrir soi-même. C'est mesurer ce que le pouvoir peut faire à l'innocence, ce que l'histoire peut effacer, et ce que la mémoire peut, parfois, restaurer. On pourrait croire que l'histoire de Marguerite Thérèse d'Autriche appartient à un autre monde. Un monde de couronnes, de palais, de dynasties éteintes. Un monde révolu. Et pourtant, les échos de son drame résonnent encore dans notre époque moderne, d'une manière plus subtile, plus insidieuse, mais tout aussi inquiétante. Car la malédiction des Habsbourg n'était pas uniquement génétique, elle était systémique. C'était l'illustration parfaite de ce qui se produit lorsque le pouvoir s'autosuffit, se referme, refuse la diversité, rejette la différence et sacralise l'entre-soi. Aujourd'hui, ce schéma ne se retrouve plus dans les mariages consanguins de sang bleu, mais dans d'autres structures, les élites fermées, les castes, les oligarchies familiales, les systèmes politiques repliés sur eux-mêmes. Les chercheurs contemporains tirent de cette histoire un principe universel. Tout organisme, biologique ou institutionnel, qui refuse l'ouverture finit par pourrir de l'intérieur. Le règne des Habsbourg, avec son obsession pour la lignée, a produit Charles II. De même, une démocratie qui ne se renouvelle pas, une économie dirigée par les mêmes cercles fermés, ou une culture sclérosée par l'élitisme, tout cela peut engendrer son propre Charles II, son propre point de rupture. Dans le domaine de la science, l'histoire de Marguerite Thérèse a nourri les débats autour de l'éthique génétique. Aujourd'hui, alors que la manipulation du génome humain devient techniquement possible, les bioéthiciens se réfèrent aux Habsbourg comme un exemple d'avertissement. La volonté de contrôler la descendance, de forcer la nature à répondre à un idéal, qu'il soit généalogique ou esthétique, peut conduire à des catastrophes. Dans les arts et les lettres, Marguerite est devenue un archétype du corps féminin dominé, assigné à la reproduction, dépossédé de sa volonté. Elle symbolise toutes celles que les systèmes ont réduites à une fonction, porter, produire, se taire. En cela, elle est convoquée dans les luttes féministes, queer, post-coloniales, comme une figure du sacrifice silencieux. Même dans la politique contemporaine, des parallèles sont établis. Des penseurs mettent en garde contre les États-nations qui prônent la pureté culturelle ou ethnique. Ils rappellent que cette obsession, lorsqu'elle devient politique, mène non pas à la grandeur, mais à l'effondrement biologique, moral et social. Et dans ces analyses, le nom des Habsbourg revient comme une tragédie exemplaire. Mais l'écho le plus troublant reste culturel et psychologique. Car à travers l'histoire de Marguerite Thérèse, c'est aussi notre rapport à la mémoire que l'on interroge. Pourquoi a-t-elle été oubliée? Pourquoi son nom n'a-t-il été associé que tardivement à cette malédiction familiale? Et plus encore, combien d'autres Marguerites dorment dans les plis du passé, invisibles, ignorées, sacrifiées? Redonner un visage, une voix, une profondeur à Marguerite, c'est refuser l'amnésie organisée. C'est choisir de ne pas détourner les yeux, même quand l'histoire est dérangeante, complexe, inconfortable. Et c'est peut-être là que réside sa dernière leçon.
Ce que l'on cache finit toujours par revenir, souvent trop tard. Les institutions tombent, les empires se dissolvent, mais la douleur laissée par leurs crimes, elle, persiste. Elle flotte dans les musées, dans les livres, dans les rêves, et parfois dans le regard silencieux d'une petite fille en robe dorée, peinte il y a 4 siècles, mais qui nous parle encore aujourd'hui. Dans le silence de la crypte impériale de Vienne, sous les dalles de marbre froide et les voûtes baroques, repose une jeune femme que l'histoire a tenté d'oublier. Elle ne gouverna jamais, ne mena aucune guerre, ne signa aucun traité, et pourtant, elle incarne mieux que quiconque la chute d'un empire. Marguerite Thérèse d'Autriche fut une enfant née dans une cage dorée, une mariée offerte à l'autel politique, une mère mourante dans une chambre étouffante. Mais au-delà de ses rôles imposés, elle fut surtout une âme sacrifiée à un système qui refusait de se remettre en question. Ce qui rend son histoire si troublante, ce n'est pas seulement la souffrance physique, les fausses couches à répétition, la fièvre puerpérale, la mort lente et inévitable. C'est le caractère silencieusement planifié de sa disparition. Marguerite n'a pas été oubliée par accident. Elle a été effacée avec méthode, par crainte, par honte, par lâcheté. Car son existence, si on l'examinait honnêtement, ébranlait le socle de toute la mythologie monarchique. Elle révélait que l'obsession de pureté, loin d'élever les dynasties, les empoisonnait. Que le pouvoir, lorsqu'il se referme sur lui-même, se transforme en malédiction héréditaire. Et que l'on peut mourir à petit feu, entouré d'or, sans que personne ne tende la main. Mais l'oubli n'est jamais éternel. Aujourd'hui, à travers les siècles, le visage de Marguerite ressurgit. Dans les musées, dans les thèses universitaires, dans les œuvres contemporaines. Chaque tableau où elle apparaît devient une relique, un appel, un cri muet. Ses yeux grands ouverts, son maintien figé, ses robes démesurées, tout en elle semble dire « Voyez-moi, souvenez-vous, apprenez ». Et nous apprenons. Nous apprenons que l'histoire des puissants ne peut être complète sans la voix des sacrifiés, que la beauté peut être une prison, que la noblesse ne protège ni de la souffrance, ni de l'injustice. Et surtout que chaque société qui sacralise l'exclusion au nom de la pureté creuse sa propre tombe. Marguerite Thérèse n'a jamais eu la parole, mais nous pouvons lui rendre ce que l'histoire lui a volé, la reconnaissance, la mémoire et le sens. Car son drame personnel n'est pas qu'un fait divers historique. Il est une allégorie universelle, une mise en garde. Et dans une époque où certains rêvent encore de cloisons, de lignées protégées, de grandeur figée, le souvenir de Marguerite vient souffler une vérité irréfutable. Ce que l'on enferme, meurt. Ce que l'on purifie, se brise. Et ce que l'on oublie, finit toujours par revenir. Ainsi se referme le récit de cette princesse silencieuse, morte à 21 ans, mais vivante dans nos mémoires, désormais affranchie du silence et de la honte. Marguerite Thérèse, enfant sacrifiée, impératrice oubliée, et témoin éternel d'un empire qui, croyant maîtriser le sang, signa sa propre disparition.